Voilà, donc je suis heureux d'accueillir ce soir pour une conférence du programme Transition, donc plus près de moi Pascal Thumrel, donc professeur en sciences politiques à l'École supérieure de commerce de Paris, et puis aussi écrivain. Elle va dire non, puisque vous avez son bouquin qui est paru chez Actes Sud, qui est en vente après Réchauffement des esprits. Madame Thumrel a son train à une heure rapprochée, puisque les trains sur Paris ne sont plus aussi tardifs qu'ils le furent. Donc voilà, elle ne pourra pas dédicacer pour tout le monde, mais voilà, je vous signale cette petite contrainte ferroviaire. Et Rémi Lefebvre, que vous connaissez sans doute aussi, donc, notre politologue le plus connu de l'Université de Lille. Si tu le dis. Oui, aussi chercheur au CERAPS et professeur évidemment de sciences politiques. Donc je suis heureux de recevoir deux personnes que je peux caractériser par leur générosité et leur pimpance, parce que j'aime bien inventer de nouveaux mots. Tout est pimpant et joyeux avec eux, même si les thèmes que nous allons traiter n'incitent pas forcément à l'optimisme ni au pessimisme. Donc le sujet de ce soir, c'est réchauffement culturel et réchauffement climatique. Réchauffement culturel, on peut envisager un peu tout ce qui se passe dans le monde de la culture pour voir si nos esprits sont anesthésiés, trop chauds, refroidis, en pleine évolution, amoureux du savoir ou de la science, ou plutôt du côté des complots. Et puis aussi réchauffement climatique, parce que, comme c'est dans les conférences transition, on parlera aussi des questions d'environnement autour de la culture et de la transmission de l'information. Donc je vais commencer avec Pascal Thumrel, sachant que les deux impétrants peuvent répondre à toutes les questions qui sont posées. Je vais demander à Pascal, qu'est-ce que les industries culturelles? Comment les définir? Comment on peut déterminer le paramètre qui les contient? Merci beaucoup Serge pour cette invitation. Merci à vous pour partager. Alors c'est un appel en fait que j'ai voulu dresser dans mon livre. Pour faire très court, les industries culturelles, ce sont des industries qui produisent des biens et des services incarnant ou véhiculant des expressions culturelles. Donc ça recouvre, le périmètre recouvre aussi bien les arts du spectacle, les arts traditionnels, le patrimoine, mais aussi les films, la presse, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les spectacles vivants. Voilà, donc c'est toute cette animation qui nourrit nos esprits que j'ai définie précisément dans le livre en me fondant sur des définitions de l'UNESCO et de la Commission européenne. Donc c'est ça, le périmètre est assez large. D'accord. Donc voilà, et après, qu'est-ce que l'empreinte sociétale et pourquoi le titre Réchauffement des esprits? Alors peut-être pour me présenter un peu plus, pendant 15 ans, j'ai piloté la politique de RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, du groupe Vivendi entre 2001 et 2016. Et pendant ces 15 ans, j'ai vraiment expérimenté sur le terrain. C'était un groupe qui comprenait 53 000 salariés et qui avait une activité dans 59 pays. Ce que pouvait être l'impact d'un groupe aussi puissant sur la société. Alors, réchauffement des esprits, parce que donc, depuis 2001, je travaille sur ces sujets de développement durable et de RSE. Et je constate que la sensibilisation sur le réchauffement climatique, même si elle n'est pas encore assez peut-être approfondie, mais elle a réalisé de grands progrès. Et c'est très heureux, du coup, qu'il y ait une sensibilisation de l'opinion publique aux enjeux climatiques. Et le réchauffement des esprits, parce que comme le réchauffement climatique, en fait, l'empreinte cérébrale, c'est-à-dire que l'ensemble des contenus qui sont délivrés à des milliards d'individus, comme comparaison avec le réchauffement climatique, c'est à la fois un phénomène massif qui touche la planète et qui aussi affecte plus particulièrement les populations plus vulnérables. Et j'ai appelé réchauffement des esprits parce que dans ce livre, je livre un diagnostic et aussi je propose des pistes d'action pour qu'ensemble on se saisisse en tant que citoyen responsable de ces thématiques et qu'on puisse interpeller les entreprises culturelles sur leur impact, sur leur empreinte cérébrale et comment finalement on peut avoir des outils
outils d'interrogation pour les interpeller, parce que bien souvent, elles préfèrent parler de leur bilan carbone, qui est maintenant assez admis et qui est une très bonne chose. Mais en fait, pensant que la RSE se limite en fait à cet aspect environnemental, on les interroge peu sur leur responsabilité pour nourrir nos esprits. Peut-être tu peux préciser empreinte cérébrale, que tu entends par là, Pascal. Oui. Ah oui, alors... Ben, oui. Peut-être que Rémi entend par là aussi, s'il l'entend. Je ne sais pas ce que c'est. Donc... Enfin, j'ai fait empreinte cérébrale par référence aussi à l'empreinte carbone, hein, puisque ces industries ont à la fois des effets positifs sur le bien commun, puisqu'on a besoin de tous de ces images, de ces récits, de ces poésies, de ces musiques qui nourrissent notre imaginaire, mais elles ont aussi des effets négatifs, d'où l'idée d'empreinte cérébrale, c'est-à-dire qu'elles marquent nos cerveaux. Et donc je décris plusieurs façons dont elles peuvent avoir des effets négatifs sur ce qu'on appelle de plus en plus le bien commun, donc des ressources matérielles et immatérielles dont les êtres humains ont besoin pour vivre en société. Et j'ai traité dans le livre, pour commencer par ces impacts négatifs, par 4 sujets. Donc on pourrait peut-être se préoccuper plutôt du premier, qui est la désinformation. La désinformation, c'est un mal très, très, très grave enfin, on le vit vraiment aujourd'hui avec l'actualité d'ailleurs, enfin, de plus en plus. 83% des Européens estiment que la désinformation est une menace qui érode la démocratie et les valeurs démocratiques, et aussi les instances d'élection. En fait, 63% des jeunes sont menacés par des désinformations sur Internet par semaine. Donc on voit que la désinformation, c'est un phénomène qui est démultiplié par les réseaux sociaux, mais qui n'est pas le fait uniquement des réseaux sociaux. Parce que ce serait trop facile de dire c'est à cause du numérique que tout ça arrive. En réalité, on le voit, toutes ces industries que j'ai développées, les films, les expositions, les spectacles, tous peuvent avoir un effet de désinformation. Mais encore faut-il pouvoir le détecter. Comment le public peut être conscient de ces impacts de désinformation. Et j'en parle par exemple, je prends des exemples très concrets sur ce qui s'est passé avec C8 et CNews et les décisions de l'Arcom, qui n'ont pas toujours été très bien expliquées, je trouve, parce que souvent on dit « Ah, mais la liberté d'expression est bafouée parce qu'on interdit telle ou telle chaîne ». Juste pour être très concret, pour voir l'exemple particulièrement de C8 ou de CNews, c'est que toutes ces chaînes qui bénéficient d'une fréquence sur la TNT, qui bénéficient d'une fréquence gratuite, mais par ailleurs, elles ont des publicités dans leurs émissions qui leur procurent des revenus. Donc en fait, cette faculté d'avoir des revenus en échange de cette exposition sur la TNT, elle est conditionnée à des conventions que vous trouvez sur le site de l'Arcom, l'autorité de régulation. Et en fait, ces chaînes, elles s'engagent à avoir un traitement honnête de l'information, à respecter la dignité humaine, à respecter le pluralisme, à ne pas avoir une information rigoureuse et honnête. On voit bien qu'entre 2012 et aujourd'hui, je crois que CNews et C8 ont fait l'objet de plus de 50 plaintes auprès de l'Arcom pour non-respect de ces engagements. Donc, à un moment où il y a une autorité qui sanctionne, parce que c'est quand vous avez un contrat de locataire, vous respectez certaines clauses. Quand on a un contrat dans l'état de droit, il faut respecter les engagements qui sont inscrits. Donc, en fonction ça, c'est un exemple terrible, un exemple de désinformation qui a eu lieu en France. Et donc, en fait, on a des outils pour adresser ces sujets-là, mais les citoyens les connaissent très peu. En fait, on connaît très peu le système des médias. On ne sait pas trop comment ça marche. On ne sait pas trop qui les possède ou quelle est la gouvernance. Et c'est pour ça que la RSE permet de visiter ces exigences-là et d'appeler les citoyens à dire mais en fait, est-ce qu'on a le droit de dire ça? Est-ce que la liberté d'expression est absolue? Donc, on sait que... Tu m'arrêtes, hein, parce que je veux pas... parce qu'en Europe, c'est pour ça que c'est tout le débat avec Elon Musk en ce moment, c'est que la Constitution américaine, dans son premier article, dit que la liberté d'expression est absolue. En Europe, c'est pas du tout le cas. La Cour européenne des droits de l'homme, qui a été une instance intergouvernementale qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale, définit la liberté d'expression, mais la limite. On n'a pas le droit d'avoir des discours de haine, d'avoir des discours discriminants ou stéréotypés ou diffamants. Donc ça, c'est sanctionné en Europe, ce qui n'est pas le cas
aux États-Unis. Donc en fait, la liberté d'expression, c'est pas un open space sans limite, c'est quelque chose qui correspond à des réalités. Et je trouve que dans le débat des dernières années, on mélange tout en fait. On mélange la désinformation, la liberté d'expression, les droits des citoyens, etc. Et je pense que si on est outillé sur ce qu'est, on peut plus activement lutter contre la désinformation. Ça, c'est le premier aspect, enfin, une première manifestation des impacts négatifs des médias qui peut venir au bien commun. L'autre sur lequel je voudrais insister, enfin j'en ai 4 que je développe dans le livre, il y a l'exploitation des cerveaux des enfants et des adolescents. Le troisième, c'est la stéréotypisation des femmes. Et le quatrième, c'est l'atteinte à la diversité culturelle. Alors, je ne vais pas tous les développer, mais les enfants, je voudrais quand même m'attarder parce que je trouve que les enfants sont un peu... Un internaute sur 3 est un enfant. Un enfant, dans la définition des Nations Unies, c'est moins de 18 ans. Et finalement, il y a des scandales qui peuvent surgir. On dit « Ah, là, c'est terrible, les enfants ont été exposés à tel contenu ou à tel usage. » Mais en réalité, là aussi, c'est pareil. Je n'ai pas l'impression qu'on ait une conscience du bien-être des enfants. Et là, pour le coup, le numérique a des effets particuliers puisque... Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est le Cheese Challenge. Je ne vous vois pas très bien. Vous connaissez le Cheese Challenge? Non? Alors, parce que maintenant, la reconnaissance de l'individu, l'individualisme de nos sociétés est tel que la reconnaissance numérique devient une sorte de garantie absolue de l'existence tout court. Et il y a un phénomène qui s'est, enfin c'est pas le seul, hein, mais qui s'est répandu aux États-Unis, c'est un concours de jeunes parents en général qui filment l'enfant, leur bébé sur une chaise haute ou sur une poussette et qui leur lance au visage une tranche de fromage mou. Je précise, donc ça fait pas mal. Mais l'enfant est complètement interdit devant cette réaction du parent qui lui paraît comme celui qui doit le protéger. Donc il y a plusieurs réactions où l'enfant se fond en larmes, où l'enfant est interdit, ou comme dit le psychiatre que je cite dans le livre, il rit. Ça, c'est encore pire. Ça veut dire qu'on lui a fait plusieurs fois le coup et qu'il a vu que ça faisait rire ses parents, donc il anticipe la réaction des parents et il rit. Donc ces réactions sont filmées et plus on fait de vues sur Internet avec des chaînes YouTube, plus vous avez une reconnaissance numérique. Voilà. Donc ça, c'est aussi les enfants influenceurs qu'on utilise comme des... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce phénomène des enfants influenceurs. En fait, ce sont des porte-réclames vivantes, en fait. C'est des enfants qu'on filme du matin au soir, sauf dans les toilettes et dans la salle de bain, et où les parents les affublent de vêtements avec une marque, un cartable avec telle autre marque, un goûter avec une autre marque, et finalement, ces parents à qui les gens veulent ressembler, parce qu'ils ont l'impression que ces familles sont bien dans leur peau, qu'elles représentent certaines classes sociales. Ils imitent en fait ces comportements addictifs de consuméristes et ces enfants sont des réclames vivantes en fait et ils sont filmés du matin au soir pour dire ben voilà mes enfants ils ont et ça c'est pour moi une atteinte aux droits des enfants, les droits des enfants qui sont consignés dans la Convention internationale des droits des enfants et justement les industries culturelles elles sont peu interrogées là-dessus. Quand on travaille dans l'entreprise souvent on dit ah les droits des enfants faites-vous travailler des enfants. C'est souvent, et le travail des enfants, mais dans les industries culturelles, ce n'est pas tellement un risque, le travail des enfants. Et par contre, l'exploitation des enfants comme influenceurs ou comme vus sur Internet, c'est un vrai sujet et qui n'entre pas dans la grille d'analyse des entreprises. Et ça aussi, je trouve que c'est vraiment qu'il faut qu'on réagisse, parce que dans quelle société on veut vivre et comment on veut traiter les enfants. Voilà. Donc il y a plusieurs sujets, je pourrais parler comme ça sur les femmes, c'est pareil, et sur la diversité culturelle, ça me tient beaucoup à cœur parce que finalement l'uniformisation de la culture, elle est encouragée par des usages et des services qui vont formater des contenus. Alors on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, si je peux terminer là-dessus. Tout va bien. Ah bon. Je parle de plus en plus vite en plus. Oui, mais après, on peut me prendre pour un contrôleur. Prends ton temps. Non, mais parce que je n'ai pas ma montre. En fait, la diversité culturelle, pour moi, c'est très important parce que quand on est des groupes industriels, et ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce secteur, il est très influent par comme je disais de vous l'expliquer, par les représentations qu'il divulgue, mais aussi par sa puissance économique.
Ce secteur industriel, en fait, emploie 2 fois plus de personnes que la construction automobile. C'est 8 millions d'emplois en Europe, 48 millions d'emplois dans le monde, 3% du PIB mondial, 4% du PIB européen. Et en fait, c'est un secteur qui est un peu difficile à appréhender parce que 90% des entreprises culturelles sont des PME ou des TPE. Mais le reste, c'est des mastodontes. Les principales capitalisations boursières, c'est un peu, pour faire très très vite, c'est la valeur d'une entreprise si vous vouliez l'acheter sur le marché. Donc on multiplie le nombre d'actions par le cours de l'action. Ce sont des entreprises de contenu. C'est Microsoft qui a racheté Activision Blizzard, numéro 1 des jeux mondial des jeux vidéo. C'est Apple qui a racheté Metro-Goldwyn-Mayer. C'est Alphabet qui a racheté... Alphabet, c'est Google, c'est YouTube. C'est... Qu'est-ce qu'il m'en manque encore une? C'est Meta, Facebook, tout le métaverse. Donc, on voit que ces grosses entreprises, en fait, elles ont un poids énorme. Et puis aussi, c'est aussi TikTok pour la Chine ou Tencent aussi pour la Chine. Et finalement, on a à la fois des tout petites entreprises et des géants. Alors en France, en Europe, on a aussi quelques grosses entreprises, mais par rapport à ça, c'est Netflix aussi aux États-Unis. Et toutes ces entreprises, en fait, elles sont en train de bouleverser non seulement les usages, mais aussi la conception artistique. Si je peux dire encore un mot sur la diversité culturelle, le fait d'avoir ces plateformes, en Europe, les artistes sont rémunérés par des droits d'auteur, par exemple. Si vous écrivez un livre, vous avez un droit d'auteur sur un livre ou sur un film, c'est pour une musique. Maintenant, ces plateformes, elles imposent ce qu'on appelle le système du buy-out, c'est-à-dire qu'elles financent par un forfait. Elles vous disent, vous êtes réalisateur de tel film, je vous donne, je dis n'importe quoi, 10 000 €. Une fois pour toutes. Si votre film fait 3 vues, c'est embêtant, tant pis, vous êtes gagnant. Si ça devient un succès planétaire, vous aurez toujours votre forfait. Donc ça, c'est une menace du droit d'auteur, puisque l'auteur, par définition, celui qui crée, c'est celui qui crée, mais qui, pendant toute sa vie, bénéficie des ressources, des retombées de son œuvre. Or là, c'est en fait assimiler une œuvre à un produit. Il a un coût fixe et puis c'est tout. Donc là, il y a eu les grèves même des scénaristes américains qui a duré très longtemps. Il y a eu aussi des réactions des créateurs français, des créateurs italiens, parce que la rémunération des artistes, c'est une condition essentielle pour les industries culturelles. C'est un peu ils n'aiment pas quand je dis ça, mais leur matière première. Donc sans artistes, il n'y a plus d'industrie culturelle. Donc comment on traite ces artistes? Et en fait, quand on parle d'intelligence artificielle par rapport à la diversité culturelle, l'intelligence artificielle, très très sommairement, c'est une rencontre entre un supercalculateur et des données massives. Or, ces données massives, elles émanent d'un monde plutôt anglo-saxon ou européen. Par conséquent, le continent africain composé de 54 pays, ces données d'artistes, elles ne sont pas sur cette toile. Donc, elles ne sont pas regroupées par les supercalculateurs. Et en fait, cette diversité culturelle, elle est un peu mise à mal par le numérique dans cette découvrabilité, aussi dans la rémunération des auteurs, j'en ai dit un petit mot. Et on parle beaucoup de biodiversité, mais la diversité des langues, c'est aussi une richesse qui se rétrécit complètement. Il y a plus de 8000 langues répertoriées, il y en a 1400 qui ont une reconnaissance juridique, il y en a à peine une dizaine qui circulent sur le cyberespace. Donc on voit que finalement, que cette diversité culturelle, elle est mise à mal au nom d'un dénominateur commun qui peut être contribué au réchauffement des esprits. Voilà, je suis retombée. Merci. Et est-ce que tu crois que la RSE, dans quelle mesure, elle peut permettre des progrès au niveau de ces industries culturelles et au niveau d'impact éventuellement positif? Est-ce que c'est un moteur? Alors la RSE, donc la responsabilité sociétale d'entreprise, c'est une vision et une démarche. La vision, c'est en fait que vous soyez dans l'agroalimentaire, dans le pétrole, dans les industries culturelles, c'est comment par cette politique de responsabilité vous contribuez au développement durable. Alors, je vais juste donner 2 définitions pour faire bref, mais il faut être précis. Le développement durable, c'est la définition officielle de 1987, c'est permettre aux générations futures de satisfaire leurs besoins, sans compromettre les générations futures à satisfaire les leurs. Et la conclusion du rapport Brundtland qui définit ce concept dit, en fait, le but ultime du développement durable, c'est d'aboutir à un état d'harmonie entre la nature et les êtres humains et une harmonie entre les êtres humains. Donc on voit bien que ces industries culturelles, elles ont un rôle majeur pour faciliter ou pas l'harmonie entre les êtres humains. Et
Et donc la RSE, c'est à la fois cette vision, c'est comment votre entreprise contribue à cet objectif, et c'est une démarche. C'est-à-dire que la RSE, c'est pas la conformité à la loi. Ça, c'est le département juridique qui s'en occupe. C'est compte tenu des parties prenantes qui sont les vôtres dans une entreprise. Donc encore une fois, ça dépend du secteur, mais comment vous construisez avec vos écosystèmes les attentes de vos parties prenantes pour que vos produits ou vos biens, ça paraît un peu marchand, mais c'est ça, puissent avoir un succès de plus long terme en anticipant des risques ou au contraire en recherchant des opportunités. Donc en fait, la RSE, c'est une démarche formidable à 360 qui vous oblige à parler avec tout le monde, avec ceux qui font la réglementation, les investisseurs, les ONG, pour voir comment ensemble on avance et que finalement on s'aperçoit que la diversité culturelle, l'importance que vous, par vos investissements que vous mettez dans des contenus de différents pays, par exemple, ça nourrit à la fois une stratégie bonne pour la performance économique de l'entreprise, parce que ça va vous faire des marchés plus importants et des publics plus diversifiés, mais aussi que ça répond à l'attente des gens qui vont regarder vos films, écouter vos musiques ou lire vos livres. Donc, en fait, la RSE, c'est une démarche très active et qui vous permet d'avoir une avance sur vos concurrents éventuellement, et surtout d'être toujours en prospection. Et ça, c'est assez fascinant. Mais encore une fois, très souvent, quand je demande à mes étudiants d'aller faire des interviews auprès des entreprises culturelles pour leur demander comment la culture est un pilier du développement durable, bon, déjà là, ils ne savent pas trop répondre, enfin, les personnes qui sont interviewées. Et quand ils s'adressent aux personnes en charge de la RSE, ils disent « Ah, mais on a un super bilan carbone, on peut vous le montrer, etc. » Parce qu'en réalité, le développement durable, tel que je vous l'ai expliqué, ça devrait pas. D'ailleurs, ça ne se limite pas à l'environnement. Quand on lit le rapport Brundtland, c'est un développement peut être durable si on lutte contre la pauvreté. C'est sa première condition. Donc ça a été un peu mis de côté. Si on respecte les ressources naturelles et si on contribue quand même à avoir une certaine croissance économique. C'est cet équilibre entre ces trois dimensions qui constitue le développement durable. Mais on ne peut pas isoler une. Et les industries culturelles ont intérêt à s'engouffrer dans cette démarche parce qu'elle leur permettrait de contribuer à la vision de demain du monde. Je veux dire, le souffle créatif des artistes, les informations de qualité, le respect des droits des enfants, le respect des données personnelles, la dignité humaine, la lutte contre les contenus de haine, contre les pratiques marketing agressives, etc. On pourrait voir comment, et certains le font d'ailleurs dans le livre, je donne des très bons exemples de groupes de presse, de médias ou de télécommunications qui ont cette approche-là. Du coup, elles ont un pied sur l'estrade et elles peuvent expliquer. C'est pas, et c'est ça, je trouve, que vous tous, dans vos cercles, il faut que maintenant, même à l'Université de Lille, je ne sais pas si vous avez beaucoup de conférences sur le développement durable, mais très souvent, la culture, le mot d'abord n'est même pas prononcé. Quand vous faites CTRL F, moi, systématiquement, je regarde, c'est agriculture. La culture n'y est pas. Et les industries culturelles ne sont pas invitées à expliquer comment elles formatent les cerveaux. Or, si on n'a pas ça, même si on s'occupe que d'environnement, si on vous explique, comme Trump, qu'il n'y a pas de changement climatique, 80% des auditeurs de Fox News vous expliquent que le changement climatique, c'est une bêtise, ça n'existe pas. Donc Fox News, on voit bien, a une influence sur ces... Donc si on ne s'intéresse pas à la racine de ces entreprises qui ont une influence considérable, on ne pourra même pas lutter contre le changement climatique, sauf pour, comme je dis, les éclairer. Mais encore une fois, le réchauffement climatique et le réchauffement des esprits touchent ceux qui ont le moins d'accès à l'information de qualité. Donc, il faut interroger ces entreprises parce que c'est une condition d'épanouissement de soi-même et de cohésion sociale. Et voilà. Donc la RSE permet ça, en fait. Merci Pascal. Peut-être je vais me tourner vers Rémi maintenant, parce que j'ai un axe qui le permet. Donc avec Rémi, on va passer plutôt aux politiques culturelles. Donc, qu'entend-on par politique culturelle ? Bien, bonsoir à tous, merci de cette invitation. Alors moi j'ai effectivement une approche un peu différente puisque je m'intéresse plutôt aux politiques publiques de la culture. Et donc, alors peut-être simplement dire que pourquoi je m'y intéresse. D'abord, j'enseigne les politiques culturelles à Sciences Po Lille qui a une formation de 4e et 5e année sur ces questions-là, donc qui forme les étudiants qui vont travailler dans les institutions culturelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, la question de la transition écologique est de plus en plus intégrée dans les politiques culturelles, et donc ça, je m'y intéresse. Et puis par ailleurs, outre que je suis passionné de culture, j'ai été président d'une salle de concert que vous connaissez peut-être, j'espère, qui s'appelle le Grand Mix, qui est une salle de musique actuelle à Tourcoing. Et donc voilà, je suis aussi
Je suis toujours au CA de cette structure et ça m'intéresse beaucoup, l'univers des politiques culturelles. Alors, qu'est-ce que c'est une politique culturelle ? C'est depuis, on peut dire, alors depuis au niveau national, formellement, depuis 1959, il existe un ministère des Affaires culturelles, puis un ministère de la Culture, qui a d'abord été confié à André Malraux. Et effectivement, au niveau de l'État, comme au niveau des collectivités locales, aujourd'hui, les collectivités locales financent 2/3 des politiques culturelles, 1/3 pour l'État, 2/3 pour les collectivités locales. 1 € sur 2 d'argent public dépensé en matière de politique culturelle est dépensé par les villes et les communes. Et donc, effectivement, en France, on a une préoccupation particulière de l'État par rapport aux politiques culturelles, notamment par rapport à cette idée très importante en France, qui est une vieille idée, que la culture n'est pas un bien marchand comme les autres, et donc que la création culturelle ne doit pas obéir à des logiques de marché, et donc elle est en fait, les biens culturels, l'offre culturelle est largement soutenue en France par les pouvoirs publics. Et donc en France, on a une tradition particulière, plus marquée, très marquée en France, d'interventionnisme des pouvoirs publics en matière de culture et de politique culturelle. Voilà. Donc, et globalement, puisque je ne vais pas trop développer l'objectif des politiques culturelles, je dirais il y a 3 grands objectifs des politiques culturelles depuis 1959. Il y a d'abord un objectif qui est un objectif de développement de l'offre culturelle et de la création. C'est-à-dire les politiques culturelles aident les artistes à produire des œuvres, à créer. Les pouvoirs publics financent très largement le cinéma en France, beaucoup plus qu'ailleurs. C'est ce qui a permis d'ailleurs à un cinéma français d'exister, continuer à exister. Nous sommes le pays au monde qui quasiment voit le plus de films nationaux. Il y a 1 billet sur 2 en France l'an dernier qui a été vendu pour un film français. C'est très très rare. Il n'y a aucun pays en Europe qui a défendu son cinéma comme la France, avec des initiatives de politique publique. Donc, je pourrais prendre plein d'autres secteurs. Donc, les politiques culturelles soutiennent la création. Les politiques culturelles ont un autre objectif très très important, et qui malheureusement très clairement est un échec. C'est l'objectif des politiques culturelles, c'est de démocratiser les publics de la culture. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qui était très très forte chez Malraux, qui est en fait, en gros, les politiques culturelles ne touchent pas spontanément certains publics sociaux, parce qu'ils sont plus éloignés. Très très clairement, la sociologie de la culture a démontré que l'accès à la culture, alors au moins la culture légitime, donc on pourra revenir si vous voulez sur cette question, la culture légitime, parce qu'en France, il y a très clairement une hiérarchisation entre les cultures. L'État soutient le cinéma, mais pas n'importe quel cinéma. L'État soutient les musées, mais pas n'importe quel musée. Il soutient les salles de concert, mais pas n'importe quel concert. Et donc très clairement, ça Bourdieu l'a très bien montré, les politiques culturelles ont tendance à légitimer des politiques culturelles particulières, même si la démocratie culturelle a élargi le périmètre de la culture. Mais donc, l'objectif des politiques culturelles, c'est de faire accéder à la culture des personnes qui en sont socialement éloignées. Très clairement, c'est un échec, globalement. Il n'y a pas eu beaucoup de démocratisation. Il y a eu une explosion des budgets de la culture. Il n'y a pas eu un élargissement significatif des publics de la culture. Le dernier exemple étant l'échec du pass culture, qui a très très bien montré que, en tout cas, si on parle de la culture légitime, la culture, politiques culturelles ont beaucoup de mal. Et puis il y a un troisième aspect dont je parlerai un petit peu tout à l'heure aussi, c'est le patrimoine. C'est-à-dire qu'en France, les politiques culturelles ont une fonction de préservation du patrimoine, de sauvegarde du patrimoine. Et ça, c'est une religion nationale en France, le patrimoine. C'est très, très important. Il y a un énorme patrimoine qui est préservé. Et les politiques culturelles visent aussi le patrimoine. Voilà. Ça va pas être trop long, parce que sinon, il faut du temps pour parler des autres sujets. Merci. Donc, quel bilan on peut tirer de celle-ci ? Tu as commencé à le faire, mais
Par exemple, démocratisation, massification, est-ce qu'il y a les mêmes débats que pour l'école, etc. Alors, on est depuis 59, donc il y a des politiques culturelles. Alors, les politiques culturelles ont commencé avant, hein. Évidemment, il y avait déjà, mais il n'y avait pas de ministère proprement pas parlé, mais ça fait longtemps qu'il y a de l'action culturelle. Bon, globalement, le premier objectif est globalement rempli. C'est-à-dire qu'en fait, on a une vie culturelle en France, du point de vue de la création, qui est quasiment unique au monde. C'est-à-dire, nous sommes le pays qui avons le plus de théâtre, qui avons le plus de musées, qui avons le plus de cinéma art essai, qui avons le plus de spectacles vivants. C'est impressionnant. Hein, il y a en France 7000 festivals, il y a 1200 musées, 43 000 associations de spectacles vivants. Donc, la culture représente de manière en général en France 2,2% de la population active. Le secteur culturel est un secteur économique extrêmement important. Et il y a globalement, la création est très forte en France. Hein. Dans les années 60, 70 et même 80, la culture c'était essentiellement Paris. Maintenant, il y a des beaux musées dans la plupart des villes de province. Il y a des grandes expositions. Donc l'offre culturelle, les politiques culturelles sont une formidable réussite en termes d'offres culturelles. Par contre, très clairement, l'objectif en termes de démocratisation ne s'est pas produit. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on observe, hein, globalement, qui fréquente? Alors, attention, là, c'est là où on n'a pas forcément la même grille d'analyse. Moi, quand je parle de culture, je ne parle pas de CNews et de C8. Hein, c'est-à-dire que toi, tu travailles sur les industries culturelles. Moi, je travaille sur les publics visés par les politiques culturelles. Et ce n'est pas les mêmes. Hein, très clairement, c'est quoi l'objectif des politiques culturelles? C'est que, je schématise un peu, c'est que les ouvriers aillent à l'opéra, aillent au LAM, aillent au Théâtre du Nord. Ils n'y vont pas. Il faut être très clair. C'est un échec. Et c'est un échec qui est embêtant, je vais être un peu provocateur, parce que du coup, les politiques culturelles sont très anti-redistributives. C'est-à-dire qu'en fait, elles profitent beaucoup à certaines classes sociales, alors même qu'elles sont financées sur l'impôt public. Donc ça, c'est un énorme problème. Hein. Alors, loin de moi l'idée qu'il faille renoncer à ces politiques culturelles, hein, pas du tout. Mais par contre, il faut être très clair, elles ont des effets très inégalitaires. Il y a toute une partie de la société qui n'accède pas à ces biens, mais en plus, concrètement, ils profitent à certaines classes sociales, et donc, du coup, elles sont doublement inégalitaires, ces politiques culturelles. Bon, par ailleurs, il y a un autre problème qui est très préoccupant pour les politiques culturelles, c'est le vieillissement des publics de la culture. Ça, c'est très préoccupant, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on regarde, et j'inclus par exemple le Grand Mix, hein, parce que même les salles de concert, musique actuelle qui peuvent apparaître comme plus proches des esthétiques jeunes, les publics de la culture légitime vieillissent considérablement. Le public de l'opéra, le public des musées, le public des cinémas art essai, le public des scènes de la culture subventionnée, il est très vieillissant et c'est très très clair qu'aujourd'hui, la démocratisation de la culture, parce qu'il peut y avoir une démocratisation de la culture, elle passe par d'autres médiations que les institutions culturelles, éventuellement plus, par exemple, par le streaming, par les plateformes musicales, alors même si, bon, il faudrait nuancer, alors après il faudrait voir de quelle culture on parle, ou par exemple, les plateformes, etc. Bon, donc voilà, donc ça c'est un énorme problème, et très honnêtement, parce que là, les politiques culturelles, vous savez qu'elles sont soumises à des mises en cause de plus en plus frontales. Hein. Il y a la présidente de la région de Pays de Loire, Madame Morancé, qui a annoncé il y a un mois une réduction de 70% des budgets de la culture. En fait, elle se fonde très largement sur cet échec pour justifier le recul des financements. En disant, oh, mais attendez, vous parlez de quoi, des budgets culturels, mais ça profite toujours aux mêmes. Et en plus, c'est des gens qui sont politiquement orientés. Hein, et donc, en fait, en gros, ça suffit. On n'aura aucun scrupule à s'attaquer au budget culturel. Et il faut être très, très clair. Hein, si aujourd'hui, un gouvernement, si l'extrême droite accède au pouvoir en France, il est absolument évident qu'une des premières cibles qu'aura l'extrême droite, c'est évidemment les politiques culturelles, et notamment, en pointant le fait qu'elles ne profitent pas au plus grand nombre. Voilà. Merci Rémi.
Et comment pourrait-on envisager une bifurcation de ces politiques culturelles, même dans leur état actuel d'imperfection en termes d'équité et de démocratie, une bifurcation écologique, sociétale, scientifique, comment elle pourrait être un peu le fer de lance des bifurcations ou du monde nouveau que l'on pourrait souhaiter? Alors, moi je pense que bon, je vais quand même aborder la question de la transition écologique, mais avant d'aborder cette question, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, très clairement, ce qui se passe dans le monde, la montée de l'extrême droite, et je pense que là, je pense qu'on est à un tournant on a un moment de bascule historique. Enfin, je ne vais pas dramatiser les choses, mais là, très franchement, les images qu'on a vues hier, etc., l'histoire se précipite, et je pense que la montée des périls populistes d'extrême droite s'explique, bon, je ne vais pas trop schématiser les choses, mais par une fracture de plus en plus forte entre les catégories populaires et les élites cultivées, hein, très clairement. Hein. Je pense que partout, la cible de l'extrême droite, c'est la bien-pensance de gauche, mais aussi finalement les milieux cultivés et les milieux élitistes. Et donc, il y a très clairement un fossé culturel qui s'est creusé, mais partout. Hein. On l'a vu très clairement entre l'électorat de Kamala Harris et l'électorat de Trump, mais on le voit très, très, très clairement en France. Hein. En France, la principale caractéristique du vote d'extrême droite, c'est le fait qu'il est non diplômé, qu'il a peu de pratiques culturelles. Donc il y a un énorme fossé. Ce fossé, il va falloir le résorber. C'est-à-dire que sans donner de leçons et prendre de haut les milieux populaires en leur disant ce qu'il faut faire. Bon. Et donc, je pense que cet échec de la démocratisation culturelle, c'est une des manifestations parmi d'autres de ce fossé. Voilà. Donc, alors, que je me fasse bien entendre, hein, loin de moi l'idée de remettre en cause les politiques culturelles, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, très clairement, hein, et on le voit dans le discours le discours CNews, il prend très clairement pour cible les milieux cultivés, les milieux élitistes. Et donc cette question-là, si aujourd'hui la transition, ça rejoint un petit peu ce que tu dis aussi, cette question-là va falloir la prendre à bras-le-corps. Et notamment, par exemple, il faut le dire aussi, il y a d'énormes inégalités géographiques. Aujourd'hui, les politiques culturelles, l'offre culturelle est concentrée très clairement sur les métropoles, et on voit très très bien que donc la fracture culturelle renforce la fracture territoriale, qui est aussi une fracture politique. Bon, alors il y a un autre enjeu évidemment très très lourd auquel est confrontée la culture, c'est l'enjeu de la bifurcation écologique. Et alors là, c'est aussi un enjeu redoutable parce que la culture, on ne peut pas dire que ça soit un secteur très sobre. Hein, du point de vue de sa contribution au réchauffement climatique. Alors, ce n'est pas le secteur le plus, qui a le bilan carbone le plus mauvais, mais très clairement, la culture, hein, je ne sais pas, alors, il y a un certain type de culture, mais si vous prenez par exemple les festivals, hein, moi, j'ai dit qu'il y avait 7000 festivals, le bilan carbone des festivals est catastrophique. Hein, je regardais les chiffres. Bon, un festival de rock, c'est une vraie économie de festival qui dure pendant 4 jours, c'est 15 000 tonnes de CO2, là où un Français, pendant 4 jours, là où un Français va émettre 9 tonnes par an en moyenne. Bon, et globalement, hein, je regardais le chiffre, les parkings par exemple des grands festivals, hein, le festival de rock Hellfest, il y a 13 000 places de parking dans ce genre de festival. Bon. Et de manière générale, les grandes tournées, les grands concerts hein, organisés, et aujourd'hui c'est très important, les grands concerts organisés à Paris, c'est 50 camions, c'est des débauches de décors, des débauches d'énergie, etc. De manière générale, alors très clairement, qu'est-ce que c'est la culture? C'est beaucoup des lieux, hein, c'est des lieux qu'on chauffe, avec beaucoup de fluides, qui servent pas très souvent tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait qu'on pourrait réutiliser à d'autres moments, mais c'est aussi donc le bilan carbone, c'est aussi le bilan carbone des créations, avec un problème dans les politiques culturelles. Alors ça c'est aussi un tabou dans le milieu culturel, c'est que très souvent les spectacles sont financés mais ne sont pas beaucoup diffusés en fait. Hein, et donc ça, la Cour des comptes a fait un rapport qui a un peu secoué le milieu culturel, c'est-à-dire que la Cour des comptes en fait constate que la plupart des spectacles qui sont subventionnés par l'État, de spectacles vivants notamment, sont joués 4, 5, 6 fois en moyenne.
Et c'est pas beaucoup en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait sans doute plus rentabiliser le spectacle. C'est assez symptomatique de politiques culturelles qui sont tournées plus vers les créateurs que vers le public. Et donc c'est un peu dommage que beaucoup de spectacles finalement ne soient pas plus rentabilisés, parce que ça coûte cher un spectacle. Concrètement, j'entendais il n'y a pas longtemps un copain qui bosse dans une grande ville culturelle qui me disait un spectacle d'opéra, ça coûte 1 million d'euros, c'est joué en moyenne 4 fois. Donc vous imaginez le coût que ça peut avoir. Et donc ça, c'est une révolution, parce qu'évidemment, il faudrait peut-être produire moins de spectacles, mais les faire tourner plus. Même si les faire tourner, ça a aussi des coûts. Voilà. Voilà. Alors, il y a une prise de conscience quand même très très forte aujourd'hui des milieux culturels. Et donc vous allez sur le site du ministère de la Culture, il y a tout un ensemble de rapports de bonnes pratiques. Il y a aujourd'hui, les structures doivent faire leur bilan carbone, elles doivent essayer de réduire, par exemple dans le patrimoine, on doit essayer de réduire la lumière par rapport au Louvre, les châteaux de Versailles, réduire en fait. Je sais pas, par exemple le musée des Beaux-Arts de Lille, parmi d'autres exemples, ils ont décidé de baisser le chauffage dans les réserves pour les œuvres, etc. Donc il y a des prises de conscience, mais il y a encore beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'il y a un problème aussi, très clairement, c'est le problème de la mobilité des publics aussi. Parce que effectivement, l'essentiel du bilan carbone des structures culturelles, c'est effectivement les voitures qu'on utilise pour aller au spectacle. Si je prends par exemple une salle que je connais bien, le Grand Mix, qui se situe à Tourcoing, on a fait des études. La plupart des gens qui viennent au Grand Mix, alors qu'il y a un métro qui est pas loin, ils prennent la voiture. Et donc concrètement, le bilan carbone, il est pas bon, parce qu'en plus on a un public, et c'est bien quand même, un public qui vient de Belgique, qui vient d'assez loin pour assister au concert. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une révolution un peu culturelle que doit faire le milieu de la culture, c'est-à-dire d'intégrer plus cette idée, avec l'idée que l'artiste, il est un peu... il n'a pas tous les droits, quoi. Et qu'en fait, en gros, la culture doit intégrer cette question-là à son modèle économique et à son modèle écologique. Merci Rémi. Une dernière question pour toi. Mais j'ai dit vous pouvez répondre tous les deux, mais pour l'instant, on a réparti comme il se doit. C'est l'évolution des imaginaires et des idées aujourd'hui. Qu'en pensez peut-être l'instantanéisation, la culture de l'instant, la passivation, etc. On a vu le repli chez soi. Tu parlais du streaming, donc de tout ce qu'on peut faire à la maison et qui se fait à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des courants qui sont à l'œuvre dans les évolutions de la culture au niveau des imaginaires, de la manière de voir? Alors oui, je dirais peut-être aussi la question peut-être du lien social et de la culture, de l'imaginaire du lien social qui est autour de la culture. Moi, je suis toujours frappé quand je discute avec mes étudiants de leurs pratiques culturelles, de ce qu'ils font, etc. C'est vrai qu'il y a, et ça a été renforcé par le Covid, il y a un repli en fait très clairement. Par exemple, l'idée qu'un film, on le voit mieux dans une salle plutôt que sur son écran, sur son lit, sur son ordinateur. Effectivement, ça c'est quelque chose que les jeunes générations sont peut-être moins attachées au rituel que représente aller au cinéma, aller au théâtre. Et d'ailleurs même, évidemment, ce rituel aussi, d'ailleurs, il est assez excluant socialement aussi. Il faut être aussi assez clair. Par exemple, un des obstacles de la démocratisation dont je parlais tout à l'heure, c'est que beaucoup de catégories sociales, aller à l'opéra, aller au théâtre, c'est un lieu qui intimide. Et donc, effectivement, il y a une forme de repli. Et tu évoquais tout à l'heure la question aussi de la production de la valeur, la production de la richesse. Donc ça c'est aussi inquiétant, parce que, par exemple, les jeunes générations ont tendance à considérer que la musique c'est gratuit en fait. Au fond, moi je suis passionné de musique, j'ai passé ma vie à acheter des disques. Maintenant tous les vendredis, j'écoute, j'ouvre mon Spotify, je suis sur Spotify. Je paye, je sais pas, 10 euros, 12 euros par mois. C'est incroyable. Si on m'avait dit ça il y a 30 ans, quand je commençais à me passionner pour la musique, et donc en fait, effectivement, il y a un imaginaire de l'accessibilité.
hein, infini, qui est un peu problématique, alors qui est fantastique, hein, parce qu'évidemment, ça permet, ça permet une ouverture extraordinaire. Ça permet à des gens de découvrir des musiques différentes, etc. Mais enfin, vous savez, concrètement, c'est souvent l'algorithme de Spotify qui va vous inciter ensuite à écouter toujours un peu la même chose. Donc voilà, il y a un imaginaire un petit peu de l'ouverture et de la fermeture. Hein, je resterai là. Voilà. Merci. Donc maintenant, j'ai trouvé quelques questions pour tous deux. Donc la première, c'est l'inégalité face à l'information n'est-elle pas une des choses les plus dramatiques dans la société? Donc l'inégalité de compréhension et d'accès. Alors, est-ce que je peux Oui, tu peux. Rémi, parce que, alors, il faudrait des heures parce que c'est passionnant ces sujets. Oui, déjà, quand on évoque les pouvoirs publics, oui, typiquement, on parle de la transition écologique et du problème. On pose la question du problème de festivals sur l'environnement. Et c'est vrai, même pour la biodiversité, les pelouses et tout ça, c'est une... Mais en fait, on ne parle jamais du côté positif de la culture dans la cohésion sociale, dans l'équilibre des territoires et comment on pourrait mesurer cette contribution. Et moi, j'en veux beaucoup à l'État français qui, je ne sais pas si vous avez entendu parler des objectifs du développement durable des Nations Unies. Bon, c'est des objectifs qui ont été signés par 193 États. Il y en a 17, il n'y en a pas un sur la culture. Ça pose un problème par rapport à la liberté de création. Mais il y a des gouvernements qui expliquent comment, tous les ans, ils doivent expliquer comment ils mettent en œuvre ces 17 objectifs du développement durable qu'on appelle les ODD. Le Québec, l'Espagne parlent de la culture. Ils expliquent comment, dans les régions en Espagne, tel investissement culturel, ça a permis d'avoir tant de... Il y a une étude italienne qui dit que si on consomme 1% de plus de consommation de biens culturels, ça diminue de 20% les actes d'incivilité. Bon. Donc, ils mesurent finalement l'apport de la culture. J'ai juste une anecdote qui résume bien ce que je voudrais expliquer par rapport aux populations défavorisées. Je cite toujours à mes étudiants Federico Garcia Lorca qui explique que les livres sont des échelles qui permettent de gravir jusqu'au cœur de l'esprit. Bon, alors parfois ils ne connaissent pas Garcia Lorca, alors je bascule sur Jean-Jacques Goldman, là ils connaissent tous. Il y a une chanson Envole-moi, vous la connaissez cette chanson, les paroles sont remarquables, où il se met dans la peau d'un type qui vit dans des cités, donc des populations pas favorisée. Et en fait, la chanson de Goldman, elle est merveilleuse. Elle dit: à coups de livres, je franchirai les murs. Échappe-moi, donne-moi d'autres horizons. Je veux sortir de là. Je veux pas subir la violence. Et il y a un réalisateur belge qui s'appelle Ismaël Saïdi, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est maintenant aussi naturalisé français. Il explique que cette chanson, il l'a écoutée quand il avait 15 ans. Et lui, il vivait à Bruxelles, dans la communauté, dans la banlieue, dans la communauté musulmane. Et un jour, il dit à ses copains, donc il se cherchait, il ne comprenait pas, il en avait marre de sa vie. Et il dit à ses copains: j'ai trouvé mon chemin, j'ai trouvé ma voie, je vais être artiste. J'ai écouté une chanson fantastique. Ses copains lui disent: c'est qui? C'est Goldman. Il dit: mais t'es con, tu peux pas l'aimer, c'est un juif. Et lui, il dit, pendant 3 jours et 3 nuits, il était complètement perdu. Alors, il appelait Dieu, il dit: qu'est-ce que c'est le mal d'aimer cette chanson qui pour moi m'aide beaucoup? Et finalement, au bout de 3 jours, il va voir ses copains, il dit: je suis désolé, j'ai choisi cette chanson. Et c'est pour ça, la culture, c'est une délivrance en fait. C'est le pouvoir d'être vous-même. C'est pour ça que je dis la réflexion, ça vous donne des armes. Et c'est pour ça que c'est un enjeu énorme et que les institutions publiques ne mettent pas dans cet développement durable qui est une vision du monde de demain. Je regarde les commissions au Parlement, à l'Assemblée nationale, la commission développement durable, c'est le béton, les transports et tout ça. La culture, c'est comme s'il y avait une frontière qui et on perd une énergie incroyable. Et je trouve que alors c'est la présidente de Caroline Delga, elle met la culture au cœur de son action en disant d'Occitanie. Elle dit mais c'est essentiel de mesurer cette empreinte-là. Donc déjà, il faudrait avoir une position plus alors ça choque un peu certains, plus mesurée, enfin avec des indicateurs en disant qu'est-ce que la culture apporte. On le voit très bien pour les festivals, le festival de Cannes. Il y a une fille une conservatrice que j'ai beaucoup admirée du Louvre-Lens qui a mesuré l'impact de son musée par rapport à la cohésion. Et Dieu sait que cette région n'est pas favorisée et frappée par le chômage. Elle a un partenariat avec Pôle emploi pour des jeunes locaux qui ne savent même pas expliquer qui ils sont pour prouver un travail, ils ne savent même pas décliner leur identité. Elle a fait une expérience pendant 8 jours. Ils leur disent dans la Galerie du Temps, je ne sais pas si vous connaissez ce musée qui est merveilleux, la Galerie du Temps, elle dit: vous choisissez un objet de votre goût
Et donc, ils ont choisi, au bout de 8 jours, ils étaient capables de se mêler dans le public et de présenter l'œuvre au public. Donc ça, c'est pas un succès fondamental de la culture. Donc c'est pas des mirobolants. Donc je trouve que déjà, il faut vraiment que le public fasse un effort, parce que je trouve ça navrant. Jamais on fait la liaison entre les deux. On perd une énergie incroyable. Quant au patrimoine, le secteur privé est très intéressant pour le patrimoine, parce que quand je travaillais chez Vivendi, moi j'avais des indicateurs sur, par exemple, Studio Canal, c'était celui qui avait les plus anciens films de Méliès jusqu'aux Frères Lumière. Donc si le privé n'investit pas pour que ces ouvrages deviennent accessibles dans un format numérique, c'est des investissements assez conséquents. Donc c'est là la définition du développement durable, satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre les générations futures à satisfaire les leurs. Si le privé n'investit pas dans son catalogue pour remettre au goût du jour tout son patrimoine, c'est dans la musique, Universal Music, c'est ceux qui ont tous les enregistrements les plus anciens, des Beatles jusqu'à Deutsche Grammophon, les enregistrements de Berlioz des années du 19e siècle. Donc ces entreprises-là, elles ont aussi une responsabilité de mettre à disposition ce patrimoine. Donc c'est pour dire que le patrimoine, il n'est pas que de la responsabilité du public, et que là encore, il faut interroger comment les entreprises vont mettre à profit ce patrimoine à disposition du public. Juste une parenthèse, c'est que ce qu'on ne voit pas aujourd'hui dans la concentration de ces groupes, c'est que Vincent Bolloré s'est emparé de Canal+, s'est emparé du JDD, s'est emparé d'Europe 1, donc là, c'est les autoroutes vers la désinformation et les discours de droite ou d'extrême droite, mais aussi il a racheté Hachette, le plus vieil éditeur français qui a été créé en 1826, premier éditeur en France, deuxième éditeur au UK, quatrième éditeur aux États-Unis. Mais outre cette activité-là, il a la première activité de distribution, c'est-à-dire que toutes les librairies qui sont fournies en livres dépendent du groupe Hachette. C'est aussi Hachette Éducation, c'est aussi les jeux de plateau, les jeux de société qui sont achetés par Hachette, c'est aussi Havas qui maîtrise toute la publicité. Donc en fait, on a ces gros groupes-là, et c'est vrai, au niveau mondial, il faut des gros groupes aussi pour affronter les groupes américains. Mais vous voyez comment finalement tout ça est très, très insidieux. On ne se rend pas compte. Et si on ne met pas que la culture est une richesse et qu'on interpelle ces entreprises en disant qu'est-ce que vous faites pour que cette culture-là dont vous êtes responsable, qui fait votre business, comment vous, en contrepartie, vous satisfaites les attentes des parties prenantes en termes de diversité culturelle, en termes d'accès. Parce que Hachette, c'est le plus grand catalogue de livres. Vous imaginez la responsabilité d'une entreprise? Quel éditeur, quel livre on republie? Ou quel écrivain on laisse tomber complètement? Donc ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment poser ces questions. Et j'avais une dernière... Attends, un truc. Oui, Spotify. Et ça répond à ta question sur l'information de qualité. Il ne faut pas... Maintenant, l'information, c'est plus les médias traditionnels uniquement. Parlons-en de Spotify, parce que Spotify, c'est une plateforme qui ont de musique, de streaming musique, c'est la première européenne, mais c'est aussi des podcasts. C'est-à-dire que pour avoir un chiffre d'affaires plus grand, Daniel Ek accepte des podcasts, c'est-à-dire des émissions de flux. D'ailleurs, dans le livre, j'écris que Joe Rogan, qui est un des animateurs de ces animations qui étaient sur Spotify, a été très controversé pendant le Covid parce qu'il expliquait, je ne sais plus, il a 10 millions peut-être plus même de personnes qui l'écoutent. Il expliquait que le Covid, c'était un peu de la foutaise et que le vaccin, il ne fallait pas trop chercher. Et Neil Young, que vous connaissez peut-être, un artiste canadien-américain, quand il a su, sa musique était abritée sur Spotify. Et quand il a su que Spotify acceptait ce genre de désinformation, il a demandé au PDG de Spotify, Daniel Ek, il y a 2 ans, vous choisissez, ou moi, ou Spotify, ou Joe Rogan. Bon, à votre avis, on choisit qui? Joe Rogan. Donc, Neil Young, il est parti avec d'autres artistes. Et il a dit, c'est pas possible. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, Spotify a réagi quand même. Ils ont établi des règles de conduite sur l'information de qualité. C'est que l'information aujourd'hui, c'est un vrai sujet qui n'est pas limité à des médias traditionnels ou des journaux ou des trucs en ligne. Et c'est pour ça qu'il faut que ces industries, pour avoir une information de qualité, elles devraient avoir une sorte de norme ISO, comme il y en a dans l'environnement. Et il y a des institutions qui le font. Il y a NewsGuard au niveau international. Il y a la Journalist One Initiative, qui est une initiative lancée par Reporters sans frontières, où ils demandent aux médias de s'auto-évaluer en disant est-ce que vous avez une politique éditoriale définie et accessible? Comment vous combattez les fausses informations? Quelle est la part entre opinion et information? Comment vous êtes clair sur la publicité? Qui finance votre journal, etc. Et finalement,
mais ils ont encore du mal à faire ça. Mais au moins pour le lecteur ou l'auditeur, ça dirait ah ben celui-là, au moins il est certifié. Il a quand même une certaine transparence dans sa politique et qui est une garantie pour le consommateur ou le citoyen. Parce que sinon, on va être perdu dans ce flux d'informations. Et on ne peut pas être perdu comme ça. Il faut qu'on réagisse. Ils ont des comptes, on a des comptes à leur demander, et aussi bien sur ce qu'ils font de très bien, dont on a besoin dans la vie de tous les jours, et aussi ce qu'ils font de moins bien. Rémi, peut-être un rebond. Ouais. Alors moi, j'aurais plein de choses à. Je suis pas sûr quand vous dites que effectivement la contribution de la culture au lien social, elle est sous-évaluée. Alors peut-être qu'elle n'est pas intégrée. Elle n'est pas énoncée en fait. Ouais, elle n'est pas peut-être intégrée quand on s'intéresse au développement durable, etc. Mais bon, ça, je suis pas assez spécialiste pour vraiment le dire. Mais enfin, globalement, en France, quand même, l'idée que la culture est importante pour le lien social est quand même assez développée quand même. C'est-à-dire, il n'y a pas. Il y a quand même un relatif consensus, même entre l'ensemble des partis, même si j'ai évoqué tout à l'heure une présidente de région qui est pour accorder de l'importance à la culture. Hein, quand on regarde par exemple ici le président de la région, Xavier Bertrand, il a multiplié par 2 le budget de la culture. Et donc globalement, il y a quand même l'idée que la culture, il y a un consensus autour de l'idée que c'est très important, et qu'il faut la financer, même si ce consensus peut être fragile. Et globalement, voilà, concrètement aujourd'hui, le budget de l'État, le budget de la culture de l'État, c'est 1%, mais les collectivités, les grandes villes, c'est 15%, entre 15 et 20%. Bon, donc concrètement. Je pense. Les partis politiques pendant les élections n'ont pas parlé de culture. Ah oui, non, mais ça je suis. C'est ni aux européennes ni aux nationales. Oui, non, mais j'ai cherché chaque fois. Non, mais bien sûr, c'est pas du tout une question qui est débattue. Il y a une espèce de consensus un peu mou, en fait. Ouais, très mou. Très mou, effectivement, et c'est plus du tout. Ça, je suis d'accord avec vous. Hein. D'ailleurs, bon. Quand on voit, je pense que par exemple, quand on voit aujourd'hui qui est ministre de la Culture, je pense que ça aurait été inimaginable il y a 20 ans. Quoi. Le ministre de la Culture, c'était quand même quelqu'un qui avait des dispositions pour la culture, etc. Bon, là, c'est une forme de mépris. Hein. Bon, l'actuel président de la République méprise totalement les politiques culturelles. Ça ne l'intéresse pas du tout. Enfin, globalement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Voilà, le consensus est mou, ça, je suis assez d'accord. Alors après, sur la question de l'information, moi, je sais pas, je suis pas vraiment spécialiste de cette question-là, mais moi, ce qui me semble... c'est assez vertigineux les enjeux aujourd'hui, parce qu'effectivement aujourd'hui, quels sont aujourd'hui, qui décrète ce qui relève de l'information et de la désinformation, hein, c'est pas simple. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut modérer sur les réseaux sociaux. Bon là, vous avez vu le débat il y a 10 jours, là, la décision de Zuckerberg d'arrêter toute modération sur les réseaux sociaux. Bon, c'est sûr que ça va dans un sens très, on va vraiment en arrière. Mais aujourd'hui, il me semble qu'une des difficultés, c'est que les pouvoirs publics et la régulation publique est relativement démunie par rapport à ces questions-là. Alors, ils peuvent sans doute investir, mais par exemple, vous évoquez la concentration aujourd'hui des Bolloré, le groupe Bolloré, Hachette, le JDD, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent... est-ce qu'ils peuvent avoir des stratégies de déconcentration par rapport à ce type d'industrie ? Et honnêtement... Alors, moi, je sais pas, je connais mal cette question de la responsabilité sociale des entreprises, mais j'avoue, je vous cache pas que je crois pas du tout à la capacité des entreprises à s'autoréguler. C'est-à-dire que franchement, penser qu'elles vont intégrer spontanément des questions d'ordre sociétal dans leur modèle de rentabilité, j'en suis pas convaincu. Et donc, du coup, il faut, mais peut-être que je me trompe, hein, les y contraindre. Donc effectivement, il faut poser un certain nombre de contraintes donc je ne crois pas du tout spontanément à la vertu de grands groupes comme ça. Hein. D'ailleurs, on le voit bien là, quand même, ce qu'on observe, quand même, c'est quand même assez fascinant. Le fait que la plupart des grands groupes des réseaux sociaux s'alignent sur Trump, c'est bien la preuve qu'en fait, en gros, ils sont pour des raisons purement économiques. Hein, dans le cas de Musk, c'est des raisons idéologiques. Dans le cas, je pense par exemple d'un Zuckerberg, c'est plus. Donc voilà, donc ça veut dire aussi. Bezos et le Poste aussi. Hein,
Bezos et le poste. Oui. Bon, alors après, aujourd'hui, c'est tous les débats qu'on a depuis 15 jours. C'est aussi la capacité de l'Europe à produire des réseaux sociaux, à susciter des plateformes alternatives, etc. Voilà. Bon, mais effectivement, et l'inégalité devant l'information, oui, mais effectivement, je pense aussi que l'inégalité, c'est aussi l'éducation, hein, l'éducation à l'information. Comment effectivement, aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, la plupart notamment des jeunes s'informent sur les réseaux sociaux, alors que globalement, on avait des médias précédemment qui étaient plus hiérarchisés, plus consacrés, etc. Comment on s'adapte à cette nouvelle donne, sachant qu'en plus, évidemment, l'intelligence artificielle, ChatGPT, etc., nous, par exemple, en tant qu'enseignants, ça va être une révolution. Comment on va faire, concrètement voilà. Ça, c'est des enjeux qui sont assez vertigineux, effectivement. Moi, je n'ai pas forcément beaucoup d'expertise sur ces questions-là. Je pense que toi, beaucoup plus. Non, la RSE, c'est pas l'autorégulation. Ce que j'ai voulu expliquer, c'est que quand vous êtes une entreprise, la RSE, vous avez les pouvoirs publics, les investisseurs. Il ne faut pas du tout négliger le pouvoir des investisseurs. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise responsable si elle n'a pas des capitaux venant d'investisseurs responsables. Alors ça peut paraître bizarre, mais il y a des investisseurs responsables. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, si vous faites des plans d'épargne, on ne vous le dit pas, vous voulez investir dans l'eau, dans l'inclusion, etc. Pourquoi on n'investirait pas dans les entreprises culturelles au nom de cette contribution des entreprises culturelles? Moi, je propose de lancer des obligations culturelles comme il y a des obligations sociales ou environnementales, parce qu'il y a quand même des impacts sociaux et des impacts financiers, en fait. Donc, pour cette question, j'ai perdu le fil pour répondre. Oui, donc c'est pas l'autorégulation. Et quand on est autour d'une table en RSE, il y a les pouvoirs publics, il y a les investisseurs, etc. La difficulté, c'est que moi, je veux pas du tout laisser les entreprises seules. Au contraire, elles sont dans cet écosystème de contraintes. Donc, c'est une résolution d'intérêts divergents. L'ARCOM, par exemple, si elle n'avait pas sanctionné C8, pour moi, elle aurait été en faute. Et ça, c'est le pouvoir public. Et CNews, on pourrait en reparler. Mais c'est pour ça que l'entreprise, elle n'est pas seule au monde, à condition qu'elle réveille ces enjeux tellement importants pour la cohésion sociale et que tout le monde prenne son pas. Celui qui fait des pubs dans les émissions d'Hanouna, excusez-moi, mais c'est quand même impressionnant. Et d'ailleurs, il a été dessaisi plusieurs fois à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ont une responsabilité. Donc la responsabilité, elle est partagée. Et c'est pour ça que c'est trop facile de dire c'est la faute des milliardaires, c'est la faute de ceci. On est tous, en tant que consommateurs, on peut choisir où on consomme de l'information. Et en termes de rigueur, pour l'information de qualité, moi je suis très sensible à la qualité des journalistes qui n'est pas au rendez-vous. Même Voltaire disait que les bons gazetiers étaient rares, mais là c'est de pire en pire. Et pour moi, ça va être une différence entre les journaux sérieux et les réseaux sociaux qui ne sont pas régulés, où tout le monde est supposé avoir la capacité des journalistes. Moi, j'étais atterrée, j'ai été invitée dans un forum cet été, j'ai entendu un journaliste de renom, et on lui demandait comment il avait couvert les élections européennes. Il a dit « Ah, l'Europe, c'est lointain et confus ». Mais c'est un scandale. Ce mec est payé, cet homme est certainement très bien payé, il n'est pas fichu, mais je peux lui en donner des tas de références pour comprendre l'Europe. Et maintenant, on voit bien face à Musk qu'on dit « Ah, finalement, pourvu que l'Europe réagisse ». Et je trouve ça très hypocrite de ne pas parler d'Europe pendant des mois, parler d'Europe 15 jours avant. D'ailleurs, ils sont tellement nuls que quand ils interviewent Bardella, qui dit qui sur TikTok dit je suis pour l'environnement, je suis pour les femmes et machin, sauf qu'en face, il n'a pas été capable de dire sur tant de votes, vous avez voté contre le climat, pour l'inclusion, vous avez voté contre un fonds social pour les plus vulnérables par rapport à l'environnement. Sur le droit des femmes, il a voté contre l'aide à l'avortement en Pologne. Donc, au moins faire son travail. Et c'est pour ça que l'information de qualité, à mon avis, ça va être la réponse. Et effectivement, qui va avoir accès et il faut faire de l'information de qualité un besoin social. Nous, on est en train de travailler avec des investisseurs qui essayent d'évaluer les entreprises sur les besoins fondamentaux comme l'accès à l'eau, l'accès au logement décent, l'accès à l'éducation, et nous, on rajoute l'accès à l'information de qualité, parce qu'il ne peut pas y avoir des bons citoyens et des bonnes décisions si on n'a pas accès à cette information de qualité. Et il va falloir que les organismes Ouest France, que j'écris vraiment à des indicateurs, c'est un groupe que j'ai appris à découvrir quand j'écris le livre, ils ont des indicateurs, ils ont des chartes, ils ont des indicateurs à leur contribution à la vie démocratique. Et chaque année, ils disent ça. Voilà, c'est des choses pas faciles, mais qu'on peut mettre si on veut, à condition qu'on comprenne que ces industries, elles ont un rôle énorme à jouer dans le bien-être et dans le bien commun et dans le développement durable de nos sociétés. Peut-être dernière question. Il y a dans la conférence transition entre Dany Robert Dufour et Nicolas Postel, une des dernières assertions de leur part était « on est en 1932 ». C'était il y a un an.
Est-ce qu'on est en 1933? Et est-ce qu'avec Trump, etc., est-ce que l'Europe aura les moyens de combattre et de résister? Ou est-ce que, comme vous avez cité Zuckerberg ou d'autres, est-ce que c'est la collaboration qui va l'emporter? Oula. Alors, je me méfie un petit peu. Je pense que c'est important. Je me méfie un petit peu des comparaisons historiques sauvages. Il y a un philosophe que j'aime bien, Michael Fossel, qui avait sorti un livre il y a quelques années où il faisait une espèce de comparaison entre la situation aujourd'hui et celle des années 30, mais avec beaucoup de prudence, parce qu'effectivement, c'est effectivement important d'avoir dans les esprits des scénarios historiques pour éviter que des engrenages se reproduisent, et qu'effectivement il y a une pédagogie de l'histoire, mais bon, c'est bien que les situations historiques sont jamais complètement les mêmes, et donc il faut faire attention de ne pas plaquer la réalité, une réalité historique. Ce qui est clair, c'est qu'en fait, très clairement, et sans faire d'effet de manche, il y a un retour d'un imaginaire fasciste, ça c'est clair. Faut pas oublier qu'une des matrices de l'extrême droite, c'est cet imaginaire-là, et que effectivement aujourd'hui, ce qui est quand même très spectaculaire, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est et ça, c'est un petit peu des airs d'années 30 aussi, la collusion entre certains intérêts économiques et effectivement des forces politiques particulièrement conservatrices ou fascisantes. Donc ça, c'est effectivement, c'est assez vertigineux et assez flippant. Moi, je dirais, j'entendais là ce matin, je lisais un philosophe qui évoquait je pense qu'on est rentré finalement dans un cycle historique très clairement de grandes menaces du modèle démocratique traditionnel. Ça c'est très clair, et qui doit nous faire garder à l'esprit que la démocratie, c'est pas quelque chose d'établi une fois pour toutes, qu'en fait on peut avoir des mécanismes de déconsolidation démocratique, et on a un vrai mécanisme de déconsolidation. C'est-à-dire qu'en fait il y a plein de choses qu'on pensait derrière nous, qui sont en train de se détricoter. Voilà, très clairement. On est aussi dans des sociétés formidablement inégalitaires, où la promesse démocratique, où les aspirations autoritaires sont extrêmement fortes, et donc en fait concrètement, et où en plus la situation géopolitique s'ajoute à la fragilité des démocraties représentatives, partout la démocratie représentative est en crise, elle n'arrive pas à se réinventer dans des formes de démocratie nouvelles, avec des aspirations aussi très contradictoires, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent plus de démocratie et il y a beaucoup de gens qui en veulent moins, voilà, et par ailleurs en plus alors il faut quand même aussi pointer les dynamiques de changement qui sont très positives, mais qui du coup on renforce des oppositions, la montée du féminisme, la montée de la préoccupation environnementale. Il y a aussi des choses. La société évolue très fortement, et ça crée en fait des tensions très très fortes. Voilà, bon, je vais arrêter là parce que je pense qu'on pourrait faire une autre conférence, évidemment. Alors Pascal, peut-être un dernier mot avant les questions, un dernier ensemble. Oui, par rapport à ça, attends, j'avais un point très important. Attends, j'ai un trou, pardon. Je voulais répondre à ce que Rémi disait. Ah oui, si. Je pense qu'il faut vraiment se mobiliser, parce que c'est un point de bascule qui est en train d'arriver très très vite. Et moi, je pense qu'il y a une ignorance. Encore une fois, c'est pas pour défendre l'Europe à tout prix, mais il y a quand même une vision européenne des choses et une vision américaine. Vous savez qu'en Californie, on peut marier des jeunes filles à 12 ans? Vous savez ça? Voilà. C'est quand même l'état de la Silicon Valley. Donc, c'est vrai, on dit toujours cette technologie, et j'aime beaucoup les États-Unis par ailleurs, mais le droit humain, on est bâti sur des droits humains en Europe. Je veux dire, il n'y a plus la peine de mort, ça existe aux États-Unis. La Convention des droits de l'enfant n'a pas été signée par les États-Unis. La Convention de violence à l'égard des femmes n'est pas signée aux États-Unis. On a quand même un corpus, et c'est ça qu'il faut défendre absolument. Et le mariage des mineurs en Californie est autorisé au nom, parce que j'ai entendu un sénateur qui a essayé de lutter contre ça quand il a appris ça. Il a dit je me heurte à l'Union américaine pour les libertés civiles, parce que le mariage est un droit fondamental. Vous voyez la perception des
les choses. Donc les droits des enfants, ils n'en ont rien à faire. Et en fait, le mariage des petites filles dans certains États, déjà, il n'y a pas, dans 40 des 50 États, il n'y a pas de législation pour les mineurs, mais dans 3 États, donc je crois que c'est Californie, Missouri, il n'y a même pas de limite basse, quoi. Donc en fait, ces mariages d'enfants de petites filles de 12-13 ans, c'est ou pour des conceptions religieuses, ou des raisons économiques, ou pour des types qui violent les petites filles, et comme pour pas être poursuivis, ils se marient avec elles, et la petite fille, l'enfant est démuni. Bon, je veux dire, c'est des situations aussi, donc il faut être fier de ce qu'on a bâti quand même, parce qu'on vient de loin, hein, on n'a pas été un continent toujours très apaisé sur le plan des droits humains et le respect des personnes, mais il faut qu'on soit ensemble pour ne pas dire « Ah, mais maintenant, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, c'est Internet ». Il faut se battre, enfin moi j'y crois encore, il faut se battre, mais pour se battre, il faut connaître les choses, il faut savoir ce à quoi on est attaché, qu'est-ce que c'est que la liberté d'information, qu'est-ce que c'est que ces sujets-là, et prendre le temps de solliciter les politiques, de solliciter les industriels. Et il y a bien des résolutions maintenant aux assemblées générales de Total sur le changement climatique. Pourquoi il n'y aurait pas des résolutions dans les groupes de médias sur l'information de qualité, les droits des enfants? Enfin, moi, je suis fascinée qu'on manipule des cerveaux des enfants et que, de temps en temps, Francis Haugen, la lanceuse d'alerte, elle a fait un super boulot il y a 3 ans contre Facebook. C'était une fille qui était ingénieure vous avez entendu ça? C'est une fille qui travaillait chez Facebook, qui était ingénieure d'analyse des données, et elle tombe sur un rapport de Facebook qui voulait lancer un Instagram pour les enfants, 8-12 ans. Et là, elle voit qu'en interne, c'est écrit que ce rapport va avoir des effets désastreux sur la santé des petits-enfants, parce qu'ils veulent, vous voyez, les corps idéal de femmes, les imaginaires, enfin les filles, on pourrait en parler des heures, j'ai plein de chiffres là-dessus. Et du coup, elle dit, mais c'est pas possible, comment vous allez faire ce service si vous savez par ailleurs que c'est très mauvais? On lui dit, tu t'occupes pas, laisse ça. Et elle l'a envoyé à la commission des opérations de bourse et Washington Post, je crois. Et elle s'est dit, je peux pas faire ça. Mais bon, maintenant c'est étouffé, ils vont le ressortir. Mais on est où tous à se mobiliser pour ça? On a tous quelque chose à dire là-dessus. Enfin, moi, je veux pas que mes enfants, ou mes petits-enfants, soit des enfants influenceurs, soit des pubs pour faire des vues sur Internet. C'est juste pas concevable dans l'intérêt de l'enfant que je conçois. Ben, je vais retenir ta dernière phrase, on est où tous à se mobiliser là-dedans. Voilà, je vous remercie beaucoup, immensément tous les deux. Apparemment, vous allez encore beaucoup discuter par Internet peut-être. Voilà, et je vais passer la parole au public pour une série de questions. Peut-être si Bastien veut venir, s'il est encore là, il pourrait passer le micro plus sveltement que moi. Qui veut poser une question? Voilà. J'ai quelques problèmes de mobilité en ce moment. Vous parliez des enfants et on parlait aussi du coup des enjeux écologiques. Est-ce que vous avez étudié le fait que parfois c'est même le cas, le changement climatique impacte quand même grandement l'éducation des jeunes filles dans certains pays et du coup notamment leur accès à la culture? Je pense notamment en Inde où il y a eu des gros soucis au niveau de l'accès à l'eau potable et il y a plein de jeunes filles qui ont arrêté d'aller à l'école, qui donc n'ont plus beaucoup accès à la culture. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez étudié? Je ne l'ai pas étudié, mais c'est très bien documenté si vous allez sur le site des Nations Unies sur le lien entre accès à l'eau potable et éducation des filles. Mais ça, je ne l'ai pas étudié, non. Moi, j'étais sur les industries culturelles. Et c'est un vrai sujet. Pas que sur l'éducation, d'ailleurs. Bonsoir, merci. On entend? Oui. Juste une remarque, enfin 2 remarques et après mes questions. Quand tu dis le patrimoine, on a l'impression que c'est les vieilles pierres, l'opéra, le cinéma, etc. C'est aussi du patrimoine mais immatériel. Et je vais donner un exemple qui m'amènera à la question. Moi, je donnais des cours d'histoire de cinéma, analyse de films à des étudiants ingénieurs en ouverture culturelle et je leur montrais des photos en leur demandant s'ils connaissaient. Et donc, par exemple, Charlot, ils connaissaient tous, Marilyn Monroe, ils connaissaient tous. Ils reconnaissent tous. Et quand je leur demandais quel film avec Marilyn Monroe ils avaient vu, ils n'étaient pas capables de me citer un film. Donc, ils prenaient conscience à ce moment-là qu'ils la connaissaient sans la connaître, puisqu'ils ne l'avaient jamais vue. Et du coup, ça m'amène enfin, j'ai 3 questions. Première question sur est-ce que vous, dans les travaux que vous menez, aussi bien identifier les politiques culturelles que dans votre livre, est-ce que on parle très peu des gens qui s'occupent de médiation
Et dans ce flux et cette profusion donc, qui est manifeste et que vous avez évoqué à plusieurs reprises, un travail peut-être à mener, c'est celui justement de donner des repères, de donner envie, d'accompagner. Et ça, moi en tout cas, professionnellement, c'est quelque chose que j'ai senti très fortement et une reconnaissance de la part de jeunes aussi, à un moment donné, d'avoir aussi une sorte de guide. Alors guide, c'est un mot que j'aime beaucoup, mais voilà. Deuxième question, est-ce qu'on a quand même quelqu'un en France qui a hyper bossé sur ces questions? Je suis toujours étonné du peu d'influence qu'il a eu, notamment auprès des partis politiques, parce qu'il a essayé. C'est Bernard Stiegler qui a beaucoup travaillé sur les questions de l'attention, de la destruction des savoirs, l'infantilisation des publics, etc. Donc je voulais savoir, voilà, comment vous avez pu vous approprier son travail, et qu'est-ce que vous avez vu de l'appropriation de son travail, et est-ce que cette impression que j'ai que finalement il a pas l'influence qu'il mérite, est-ce que c'est vrai? Et voilà, j'ai une autre question, je la pose pas, elle est trop. Peut-être prendre plusieurs questions, non? Parce qu'il reste plus. Je sais pas, Serge, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est bien. Bonsoir, moi j'aurais une petite question que je vais illustrer avec un exemple afin d'être plus clair. Donc je suis abonnée à l'Orchestre national de Lille depuis environ mes 12 ans et j'ai été très choquée lors du déconfinement, à peu près vers 2022 lorsque l'orchestre a réouvert, de voir qu'il n'y avait plus aucune queue, qu'il n'y avait plus aucune liste d'attente pour accéder au concert, sachant qu'avant, quand j'avais 13-14 ans, il y avait des listes d'attente pour voir Casatsu diriger des orchestres. Et à contrario, il y avait 45 minutes de queue au McDonald's pour récupérer ses nuggets. Et j'aimerais savoir si justement pendant le Covid, il y a eu des... Alors je ne sais pas trop comment décrire ça, mais est-ce qu'il y a eu des mobilisations pour la réouverture de la culture, etc., sachant qu'il y en a eu pour les salles de sport, pour les McDonald's, etc. Une dernière question peut-être pour cette... Bonsoir. D'abord, merci pour vos interventions, c'était passionnant. Vous avez évoqué d'un côté plutôt les politiques culturelles et de l'autre côté les entreprises culturelles, et on a peu parlé des créateurs eux-mêmes. Alors, je ne sais pas si on doit y mettre les journalistes, mais on peut penser aux artistes, ou j'irais même jusqu'aux sportifs, moi, producteurs de culture. Et on peut regretter parfois qu'ils n'aient pas non plus un engagement plus important que ça sur le discours de transition ou sur la situation environnementale actuelle. Alors, je ne sais pas si on doit leur demander, mais je m'interrogeais sur votre position éventuellement sur ce constat de la participation des créateurs de culture à l'orientation des sociétés. Enfin, je ne sais pas comment dire ça clairement, mais... Bon, je peux commencer. Alors, la médiation, quand même, c'est devenu quand même une figure imposée dans les politiques culturelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus une structure. Alors, moi, je vais parler de ce que je connais, plutôt les institutions culturelles. Alors, d'un côté, il y a des figures de médiateurs. La figure de la médiation culturelle, c'est quand même beaucoup développé. C'est-à-dire qu'il y a dans aucune structure culturelle aujourd'hui, il n'y a plus quelqu'un qui s'occupe de charger des publics, essayer d'aller chercher les publics éloignés, etc. Donc ça s'est un peu professionnalisé. Concrètement, il y a des médiateurs dans les musées pour aller au-devant des gens, pour leur expliquer les œuvres, etc. Mais globalement, elle est assez inefficace, la médiation. Et en fait, elle n'est pas toujours considérée forcément comme prioritaire. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi donc il y a une professionnalisation de la médiation, mais il y a par contre, on avait tout et ça je pense que ça éclaire aussi le débat qu'on a depuis tout à l'heure, il y a tout un monde de la médiation qui s'est littéralement effondré dans la société, c'est le monde de l'éducation populaire. Et ça, concrètement, alors, il y a toujours eu d'ailleurs au passage, c'est un des aspects de l'échec de la démocratisation culturelle, c'est qu'on a toujours opposé le monde de la culture, de l'éducation populaire et le monde de la culture cultivée. Donc ça, cette séparation, elle est assez forte en France, parce qu'en fait, il faut très très clairement, on a un rapport à la culture en France qui est assez élitiste. Et il y a une forme de mépris du milieu de la culture pour le milieu de l'éducation culturelle. Mais par ailleurs, ça s'est renforcé parce qu'aujourd'hui, très très clairement, le milieu de l'éducation culturelle
c'est effondré, il faut être clair. Ça existe encore, hein, évidemment, mais globalement, et notamment l'éducation populaire tournée vers les catégories populaires, faut être très très clair, tous les milieux populaires, ils étaient beaucoup plus encadrés par les structures culturelles, et l'éducation populaire qui pouvait passer par les associations plus ou moins politisées, par les partis politiques, par les syndicats. Aujourd'hui, c'est un aspect très important aussi de la montée de l'extrême droite, c'est que finalement aujourd'hui les médiations pour toucher un certain nombre de ces publics populaires n'existent plus. Voilà. Et donc cette question de la médiation, je pense qu'il faut la penser de manière plus globale. Alors sur Stigler, oui effectivement, je suis d'accord avec toi. Il est assez peu mobilisé. Après moi, c'est vrai que du point de vue de mes objets de recherche, parce que je travaille pas sur tout, j'en ai peut-être moins besoin parce que je travaille plutôt sur les politiques publiques, et puis sur les pratiques culturelles, je vais plutôt m'intéresser plutôt aux sociologues des pratiques culturelles. Alors, effectivement, vous évoquiez en fait, ce que vous vouliez dire, en fait, c'est qu'en gros, il y a une rupture avant et après Covid. Bon, ça, par exemple, très très clairement, ça, toutes les salles de spectacle l'ont très très bien vu. Hein. Il y a eu un repli, en fait. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que le monde de la culture a pas été vraiment spécialement défendu pendant le Covid? Oui, à un moment donné, très clairement, la culture n'était plus du tout considérée comme un besoin essentiel. Hein. Il y a eu ça. Bon, après, les structures culturelles ont quand même été soutenues financièrement, mais par contre, c'est très très clair qu'il y a eu un phénomène. Alors là, ça va un petit peu mieux depuis quelques mois, mais il y a beaucoup de gens qui se sont déshabitués à sortir de chez eux. Et très clairement, tout à l'heure, on parlait de repli sur la sphère privée. Hein. Le Covid a eu vraiment cet effet de repli. Hein. Et il y a effectivement beaucoup de lieux qui ont eu beaucoup de mal à renouer avec le public. Et puis, dernier point, pour pas être trop long, hein, je pense que vous pointez quelque chose aussi de très important sur la dépolitisation, effectivement, du monde artistique. Moi, je le dis très clairement. Hein. Tout à l'heure, vous évoquiez Goldman, par exemple. Goldman, moi, j'ai écouté Goldman quand j'avais 14-15 ans. D'ailleurs, il y a le très beau livre de Jablonka qui a fait une bio sur Goldman. Aujourd'hui, c'est quoi l'équivalent d'un Goldman dans la société aujourd'hui? L'équivalent d'un Renault, d'un Goldman, il n'y en a plus. Il n'y a plus aujourd'hui d'artistes même populaires, qui tiennent des discours politiques, en fait. C'est spectaculaire. Hein. Alors, si en plus on remonte encore plus loin, des gens comme Brassens, Brel, Ferré, Barbara, qui étaient beaucoup plus impliqués politiquement. Aujourd'hui, en fait, le milieu de la culture, alors là je parle de la culture populaire, mais de manière générale, le milieu de la culture, toute la culture s'est repliée sur lui-même. Très clairement. Et en fait, globalement, et ça c'est aussi lié à la professionnalisation du milieu de la culture. Il s'est un peu professionnalisé, en fait, en gros, et ça, je pense que c'est embêtant, en fait. C'est-à-dire, je pense que la culture, alors notamment, il faut être clair, hein, c'est un peu comme le monde associatif, hein, et c'est lié très clairement au financement public, en fait. Hein. Très clairement, c'est-à-dire qu'en fait, le monde de la culture, il va falloir qu'il se remouille un petit peu, en fait. Parce que là, je pense qu'on est d'accord sur le constat. Hein. Moi, je suis très très inquiet, hein, très inquiet. On est dans une situation très très inquiétante. Il va falloir que, je ne sais plus ce que vous disiez, il faut se mobiliser. Il va falloir que le monde de la culture se mobilise un peu plus. Il y a une forme, je suis désolé, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas être contents que je dise ça, une forme de nombrilisme aussi du milieu de la culture, dont il faudrait qu'il sorte un peu. Mais aussi le monde intellectuel aussi, c'est pareil. C'est plein de mondes qui se sont un peu repliés sur eux-mêmes. Et je pense que là aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux très très lourds qu'il va falloir sortir un petit peu de cet isolement. Voilà, désolé d'être un petit peu, mais bon. Mais je pense aussi que les artistes, ils sont leur place dans la société, alors c'est pas pour les défendre, mais elle n'est pas tellement reconnue non plus. C'est une réciprocité et je trouve aussi. C'est quand même des figures que, dire, aujourd'hui, les artistes ont beaucoup plus incarnent beaucoup plus un idéal que genre les hommes politiques. C'est-à-dire, concrètement aujourd'hui, ils ont quand même une publicité. C'est quand même des gens qui sont les footballeurs, les artistes, ils sont quand même très très valorisés quand même. Oui, mais alors certains, pas toutes. Oui, moi je dirais, pour en revenir un peu à ce que je connais aussi, c'est vous parliez de Spotify tout à l'heure en disant que quand vous étiez jeune, vous achetiez des disques, maintenant vous êtes sur Spotify et pour 12 € vous avez tout. Mais la rémunération des artistes, moi ridicule. Je pense que c'est un vrai sujet parce que quand je vais juste vous dire, je ne sais pas qui est abonné à Spotify, qui est abonné à Deezer.
Juste, je sais pas, vous connaissez parce que c'est très important. Les artistes touchent rien, en fait. Les gens sont. C'est-à-dire que Spotify, il pratique ce qu'on appelle le market system. C'est-à-dire que vous êtes abonné, mettons 12 €. Vous écoutez du jazz, etc. Votre abonnement ne va pas être attribué aux auteurs que vous écoutez, mais si, par exemple, mais au pourcentage que les artistes recueillent sur le marché. C'est-à-dire que si votre artiste ne fait qu'1% du marché total de toutes les plateformes musicales, eh ben, il n'aura que 1%. Alors que les rappeurs et les musiques urbaines, qui sont plus populaires, vont recueillir l'intégralité quasiment de votre abonnement. Et ça, c'est aussi un aspect de la création artistique, parce que qui dit plateforme de streaming dit un formatage des chansons. Donc il paraît que maintenant il n'y a plus le pré-refrain, donc il y a peut-être aussi moins d'espace pour exprimer des idées, etc. Et par exemple, donc Deezer a proposé un système fondé sur l'utilisateur, c'est-à-dire que vous avez un abonnement de 12 €, vous n'écoutez que Hélène Grimaud au piano, et elle va être fléchée Hélène Grimaud. Mais ça n'a pas plu à plein de producteurs. Du coup, maintenant, on se fonde sur l'artiste. La négociation a eu lieu il y a une semaine. L'artiste, où Deezer va essayer d'adapter pour reconnaître les vrais professionnels artistes qui ont plus de 1000 streams par mois provenant de 500 usagers différents, parce qu'il y a des robots maintenant qui peuvent artificiellement alimenter le nombre de streams sans que ce soit personne derrière. Donc, c'est une fausse reconnaissance. Il y a aussi des bruits, comme le bruit de la pluie, etc., qui ne sont pas séparés des chansons. Donc, ils ont aussi des streams. Je veux dire, cette économie du streaming, à mon avis, bouleverse les frontières entre les artistes, ce qui peut les mettre à mal dans leur création aussi. Et c'est peut-être, je ne dis pas que c'est pas pour ça qu'on n'a plus Jacques Brel, mais une chanson qui est longue ne va pas rapporter beaucoup d'argent, puisque il faut que ce soit des formats courts et qui soient écoutés le plus possible. Donc, je ne dis pas que ça formate encore un peu les esprits, mais quand même. Donc, en fait, plus vous êtes sur ces plateformes populaires avec des formats sans introduction, au bout de 30 secondes, vous avez le rythme qui vous permet de rester dessus. Et puis, c'est plutôt les jeunes qui sont sur les plateformes d'abonnés plutôt que les populations plus âgées. Donc, ça modifie aussi le panorama de la création artistique, et je pense que tout ça contribue peut-être aussi à affaiblir la voix des artistes, sans les excuser, mais ils sont aussi un peu perdus dans cette rémunération et cette remise en cause du droit d'auteur qui est quand même fondamentale à leur œuvre. Peut-être que les artistes phares comme les footballeurs, c'est 1% des artistes et 1% des footballeurs, pendant que les footballeurs amateurs ou les artistes de petite ou moyenne compagnie... Mais là, vous savez, attends, tu me fais penser à un truc avec le foot. Moi, je ne suis pas très foot, mais quand j'étais jeune, donc il y a un moment, mais sur France Antenne 2 à l'époque, il y avait, quand on était enfant, il y avait la piste aux étoiles à 20h30. Le mercredi ou le jeudi, je ne sais pas. Il y avait Alain Decaux raconte, il y avait Le temps des cathédrales de Georges Duby, il y avait Apostrophe à 21h30. Alors moi, j'interroge aussi le public, là. Qu'est-ce qu'ils font, le public, pour mettre... Il y avait Au théâtre ce soir aussi, qui pouvait donner un accès au théâtre. Toutes ces émissions, elles ont dit... Alors, il y a Prodige, une fois par an. Ouais, après, il y a aussi Arte qui propose, qui est fantastique, une plateforme géniale. Ça, c'est sûr. Arte, mais c'est moins populaire que... Arte, c'est génial. Mais je crois que c'est l'audience, c'est 3%. Mais avant, la télévision publique, elle offrait des programmes accessibles à des heures d'écoute. Et ça a complètement disparu. On a des jeux idiots maintenant, enfin pas tout le temps, mais je veux dire, cette responsabilité du public, on dit au privé, mais qu'est-ce que fait le public aussi ? La télévision publique, elle a un rôle pour faire connaître des pièces de théâtre, pour faire connaître des films, et ça, je retrouve moins. Ou alors à minuit. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté à cette conférence. Je vous remercie en particulier chaleureusement tous les deux. Merci à vous. Alors, je vous dis que les conférences ont une seconde vie sur Web Lille TV, sur la télé de l'université, Web Lille TV. Et en particulier, vous pouvez trouver sur Web Lille TV une des dernières conférences de Bernard Stiegler qu'il a réalisées dans cette salle même. Voilà, pour un personnage aussi pour qui j'avais une profonde admiration et respect. Et puis aussi, vous dire que la semaine prochaine, c'est sur les perturbateurs endocriniens. Donc on change de sujet, mais avec